Un 2 1 2 test. Un 2 1 2. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue sur le podcast de l'Esthète. J'espère que vous m'entendez parfaitement bien, que le son est nickel, que la technique est à son paroxysme puisque j'enregistre le tout premier podcast avec mon premier enregistreur professionnel. Je mets des gros guillemets que vous ne voyez pas. Mais je suis très heureuse de l'avoir récupéré aujourd'hui. J'ai la fenêtre ouverte de ma chambre, donc j'espère que avec la bonnette, je retire la bonnette, je remets la bonnette. Avez-vous la ref? Dites-la moi en commentaire. Oh, sinon ça me fait rire moi déjà toute seule, donc c'est déjà ça. Mais j'ai vraiment une bonnette, oui, oui, comme le fameux Loris. J'adore ses vidéos d'ailleurs, petit aparté. J'aime l'humour. Voilà. Je crois qu'il y a un mème ou un gif comme ça où il y a quelqu'un qui dit j'aime l'humour. Je sais plus si c'est François Damiens ou quelqu'un d'autre, mais bref. Arrêtons de tergiverser. Le sujet du jour est très simple, donc on va parler de mimétisme et de conformisme ce soir. Alors, mimétisme. On va regarder la définition, parce que moi j'ai ma propre définition. Pour moi, le mimétisme, c'est adapter le comportement d'autrui. Euh, oui, bah, c'est comme par exemple pour le bâillement. C'est c'est récurrent finalement qu'en ayant... Alors c'était en psychologie que c'était expliqué. euh, Quand on est avec une autre personne et qu'on est connecté, ou en tout cas qu'elle nous intéresse et qu'on notre attention est sur elle, on baille. Donc c'est intéressant même en séduction ou même hum, dans un open space par exemple au travail, de voir finalement qui a son attention sur vous finalement. Alors, il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. J'espère que ça ne va pas tuer mon vocal. Bon, c'est pas grave. Je ne vais pas couper ce moment-là, c'est pas grave. On est sur du spontané. C'est la base de la maison. Voilà. Tout ça pour dire que je sais plus où j'en étais. Ça m'a coupé, mais c'était pour dire que voilà, c'était intéressant aussi de. C'est un élément, en tout cas en psychologie, pour savoir si une personne vous regarde ou en tout cas est attentif à vous. Si vous bâillez, vous faites un vrai bâillement, hein, pas le faux, hein. Pas forcément de regarder la personne, mais juste de bâiller. Si la personne, quelques secondes plus tard, elle bâille, c'est qu'elle était attentive à vous. Voilà, en tout cas, que vous lui avez peut-être tapé dans l'œil. Alors, mimétisme, je vais faire un peu d'ASMR vu que j'ai la bonnette, on va voir si ça fonctionne. Là, je suis en train de taper sur mon téléphone, mimétisme. Donc, la définition, à proprement parler, imitation involontaire, fait de se conformer à quelqu'un d'autre. Agir par mimétisme. Donc, c'est une imitation involontaire, le fait de se conformer à quelqu'un d'autre. Alors, finalement, est-ce que ça voudrait dire que quelqu'un qui s'adapte à quelqu'un d'autre et donc qui l'imite est quelqu'un qui n'a pas de colonne vertébrale dans sa vie ou n'a pas de valeur ou n'est pas sûr d'elle finalement, n'est pas sûr de ses choix. Quelqu'un d'un peu bancal, hein, intellectuellement, pas forcément intellectuellement, mais plus émotionnellement, je dirais. Ou alors, c'est un people pleaser. Je m'explique. Je vais faire des définitions toute la soirée, mais c'est pas grave. People pleaser, c'est un terme. Alors, il faudrait peut-être que je regarde la définition, mais j'en étais une people pleaser. Alors, ma propre définition, people pleaser, c'est vouloir être aimé de tout le monde. Vouloir être gentil, vouloir se suradapter. Et à un moment donné dans ma vie, j'ai été comme ça. Et ah, c'est bizarre parce que j'ai toujours été la râleuse quand même du groupe. Donc j'ai toujours été quelqu'un qui exprimait son insatisfaction. Mais il y a, il y a une distinction à avoir pour moi. Il y a exprimer son insatisfaction par rapport à un service qu'on achète ou à un objet qu'on achète, ou tout simplement quand quelqu'un ne réagit pas de la manière qu'on aimerait qu'elle réagisse. Par exemple, je sais pas,
je raconte une histoire et je vois que la personne baille, qu'elle regarde son téléphone, là, clairement, pour moi, la personne ne m'écoute pas. C'est un sujet avec beaucoup de mes amis, d'ailleurs. Passons. Tout ça pour dire que les people pleasers est un terme qui est apparu ces dernières années et qui désigne les personnes qui ressentent un besoin profond de faire plaisir aux autres coûte que coûte, même si cela veut dire de mettre ses propres besoins tout en bas de la liste des priorités. Êtes-vous un people pleaser ? C'est la définition que je viens d'avoir et qui vient de Google, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que ça voudrait dire que les people pleasers finalement, ne font pas leurs actions en fonction d'eux, mais en fonction des autres? Et dans ce cas-là, ils agiraient dans ce cas-là par mimétisme. Alors pas forcément, hein. J'ai pas l'impression. Bon. Je viens de prendre quelques notes pendant cette mini pause technique. Je couperai du coup au montage cette petite partie. Malgré que précédemment c'était du spontané, hein. Mais voilà, c'était important de prendre quand même quelques notes. J'avais le titre complet de cet épisode, mais pas vraiment le dénouement et la conclusion que je voulais faire à la fin. Voilà. Donc, nous en étions sur le sujet des people pleasers et du mimétisme. Et je me posais la question de est-ce que finalement les people pleasers agissent constamment par mimétisme ? Et je ne suis pas forcément d'accord finalement. Il y a vraiment une distinction entre les deux. Dans le sens où un people pleaser, il peut savoir finalement ce qu'il veut, mais il va totalement faire abstraction de ce qu'il souhaite pour demander à l'autre ce qu'il souhaite. Par exemple, vous êtes avec des amis et vous savez que vos amis adorent la cuisine asiatique. Mais vous n'aimez pas forcément ça. Vous préférez la cuisine traditionnelle française, par exemple. Mais vous vous dites, ah non, mais ils sont en majorité. Il y en a un qui aime bien aussi, comme moi, la cuisine traditionnelle française. Mais il y en a un autre qui préfère vraiment la cuisine asiatique. Il n'aime pas du tout la cuisine traditionnelle française. Donc non, je vais pas m'imposer. Je vais leur faire plaisir. Alors du coup, si la personne pense comme ça, d'après moi, ça voudrait dire que si il ne propose pas un restaurant asiatique, ça voudrait... On s'en fout du sujet, bien évidemment, c'est juste un exemple. Mais ça voudrait dire que je ne suis pas assez bien. Je ne suis pas assez bien pour que ces personnes-là puissent faire l'effort de manger dans un restaurant que moi j'aime pour passer un bon moment et me faire plaisir. Donc finalement, cette personne, elle a tellement besoin d'être aimée et d'être validée, et surtout, elle a peur. Il y a une peur de ne pas être assez bien, de ne pas mériter. C'est pas vraiment un sacrifice, mais ce pas vers lui finalement. Dans le sens où si un ami se dit, bah, on va prendre l'exemple. Moi, j'aime beaucoup les métaphores et c'est important pour moi, mais oui, prenons cet exemple, c'est intéressant. Ça voudrait dire que finalement, constamment, la personne fait des compromis pour les autres. Mais elle ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire que quand j'ai eu ma période où j'étais comme ça, je faisais des compromis constamment sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que je me disais et je me persuadais que oui, c'est vrai que moi j'aime pas la cuisine asiatique, mais c'est pas grave, ça change. Oui, mais si à la fin du repas t'as vraiment rien mangé ou que tu as mal au ventre parce que tu n'as pas du tout aimé, euh, ça revient alors ça revient. Je vais reparler encore de cette interview, mais elle m'a pas marquée, mais je me suis trouvée dans cette interview. C'est celle de David Laroche avec Gad Elmaleh. Et Gad Elmaleh disait « Je me contrefous d'aller dans le meilleur restaurant de Paris
Ce qui m'importe, c'est avec qui je mange le burger. C'est avec qui je mange le plat. Ça peut être le plat le plus horrible. À partir du moment où je suis avec quelqu'un avec qui je connecte et que mon cerveau travaille, que c'est fluide, qu'il y a une connexion, pas de problème. C'est ce qui va me nourrir au sens figuré et pas au sens propre. Euh, Parce que finalement, le sens propre, c'est pas si important. En tout cas, c'était ce que moi, j'ai interprété de ce qu'il a expliqué lors de cette interview, sur ce passage-là de l'alimentation et du matériel. Parce qu'il y a un passage où, justement, il parle de sa vision du matériel, des vêtements, des restaurants, etc. Il disait, les marques, les vêtements, bien m'habiller, bien manger, ces choses-là, finalement, c'est pas primordial. C'est pas ce qui me nourrit. Alors, il y a beaucoup de personnes qui sont très attachées au matériel. Là, je divague totalement du sujet principal, je sais. C'est un trait de personnalité, je sais pas, mais peut-être que je travaille dessus. On pourra faire un sujet là-dessus. Mais revenons au people pleaser. Finalement, pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que j'étais en soirée et que j'ai été confrontée à cette analyse, puisqu'à un moment donné, il y a eu un petit creux, je parlais avec personne, j'étais en train de boire un verre et j'analysais un peu autour de moi tout ce qui se passait. Ah, un tel parle avec un tel, d'accord. Ah, il rigole, il met la main sur son bras, d'accord. Il lui prend par le cou. C'est quoi? C'est une façon de dire on est ensemble, on a le même avis. Donc là, on est sur le même terrain, on est sur le même terrain puisqu'on a le même avis. Enfin, c'est des petites analyses que je faisais. Ah, cette personne-là regarde cet homme-là, cette fille-là fait un peu les yeux doux. Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que... Oui, parce que du coup, je reste quand même assez sobre et assez saine. Je sais pas si c'est le cas, mais je bois assez peu finalement. Je bois en soirée un verre, peut-être deux maximum, voilà. Donc je suis sobre, peut-être un petit peu pompette puisque j'ai pas l'habitude de boire, mais je divague encore une fois. Mais c'est pas grave. C'est pour dire que du coup, quand j'analyse, la plupart des personnes ont plusieurs grammes d'alcool dans le sang. Et c'est intéressant de voir le processus et, et comment l'individu change après un, 2, 3, 4, 5, 6 verres. Voilà. Ça a souvent été comme ça quand je sortais avec des amis. Pour revenir sur le sujet, euh, donc c'était oui pas pour justifier, mais c'était pour expliciter le sujet du soir. Voilà, ce sujet-là. Ah oui, et s'il y a des petits blancs parfois, c'est parce que je prends le temps de réfléchir à ce que je dis. Et bien évidemment que l'impatience, quand on écoute un podcast, pardon, une vidéo est présente. Euh, il faut travailler dessus. En tout cas, bon, personnellement, j'essaye. Pendant une période de ma vie, j'ai même mis des vidéos en une, 1, 2, 3. J'ai déjà, pendant une période de ma vie, mis des vidéos en vitesse 1,25, une fois 25. Je ne sais pas quel est le terme exact. Mais en tout cas, le débit était accéléré. Tellement que l'entertainment et la nourriture, finalement, quand on est entertainé, toutes les émotions qu'on peut avoir ne sont pas assez rapides, n'arrivent pas assez rapidement. Et donc, on essaye d'accélérer les choses. Je ne le fais plus, heureusement. Heureusement. Euh, donc, ce podcast va durer 1 heure. Mais c'est pas grave. Euh, Ce qui est certain, c'est que le mimétisme est intéressant. Bon, là, le people pleaser, je pense que vous avez bien compris ce que c'était. Il y a plein de vidéos là-dessus et c'est très intéressant de savoir si on en est un ou pas. Et ça ne veut pas dire, parce que de temps en temps on fait des compromis, qu'on en est un, bien évidemment. C'est une tendance euh, qui est récurrente et surtout c'est un mal-être intérieur. People pleaser, finalement, ils se disent si j'impose ou si j'émets ce que j'ai vraiment envie de faire ou réellement
ou ce que je pense réellement, je ne serai jamais acceptée. Donc je vais dire oui à tout. Comme ça, je serai acceptée et je serai aimée surtout. Et validée. Ah, mais lui, Thibaut, mais il est tellement gentil, mais c'est une crème. J'ai déjà entendu ça. Et j'ai posé la question à cette fille, je dis, mais pourquoi c'est une crème? Oh, bah, tu peux tout lui demander, il est toujours là, franchement, il est tellement serviable. Ça manque hein, quand même dans la boîte, hein, ce genre de personne. Bah, c'était dans une de mes entreprises que j'avais entendu cette phrase. Et ça m'est marqué parce que c'est d'accord, il est serviable, mais c'est surtout cette phrase, c'est oh bah tu peux aller le voir, il te dira jamais non. Ah, ouais, mais s'il a une réunion, si je vais le voir à 18h30 alors qu'il part, est-ce qu'il dira toujours oui? J'ai pas tenté, hein, je peux pas vous dire. Faudrait que je le retrouve. Alors, pour revenir sur le mimétisme. C'était très intéressant durant la soirée, puisque j'ai vu beaucoup de personnes fumer. Ouais, j'ai jamais fumé, jamais pris de drogue. Voilà, on s'en fout, on parle pas de moi, mais c'est pour mettre ce contexte-là. Par contre, on m'a déjà proposé plusieurs fois. Mais quand... Alors, je pense que... Attention, c'est mon analyse, préparez-vous. Je pense que quand on a une colonne vertébrale, pas forcément... Alors, attention, hein, je suis pas en train de dire que les personnes qui se laissent tenter n'ont pas de colonne vertébrale. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui se disent, bah voilà, moi je fume jamais. Sauf en soirée, quand je me sens bien, je me sens à l'aise et c'est moi qui le choisis. Bon, j'y crois pas trop. Mais pour certaines personnes, c'est vrai. Par contre, une personne qui arrête de fumer ou qui n'a pas envie de fumer et après 2 verres de vin, par exemple, se laisse tenter par une personne qui lui dit, allez, on est en soirée, on est bien là. On sera encore mieux, on sera... Qui le persuade assez facilement, finalement. Bah, pour moi, finalement, c'est que personne n'est pas sûr de son choix par rapport, par rapport au tabac et par rapport à sa démarche d'arrêter. Je sais que les addictions sont un fléau pour l'humanité. D'ailleurs, dans un des livres d'un psychiatre que j'ai lu il y a quelques semaines de ça, c'est abordé, il y a tout un passage sur les addictions. C'est très intéressant. Même si, pour résumer très simplement, je pense que tout le monde le sait, et je pense que toi qui m'écoutes, tu le sais, c'est un échappatoire à une souffrance inévitable. Voilà la définition du psychiatre concernant l'addiction. L'addiction à la pornographie, l'addiction à l'alcool, l'addiction au tabac, l'addiction aux drogues. C'est une souffrance qui n'a pas été acceptée par l'individu et totalement rejetée par le système nerveux. Donc c'est juste que c'est tellement inconcevable qu'on va s'anesthésier pour ne plus y penser. On pourra faire un sujet là-dessus, hein, voilà. Et, euh, et oui, donc le mimétisme finalement, c'est de se dire... mais je pense que le mimétisme, c'est même plus que ça finalement. Parce que la définition, c'est agir inconsciemment de la même manière qu'autrui. Alors que ce que j'ai vu moi à cette soirée-là, c'était pas forcément du mimétisme finalement, puisque on, on, on persuadait la personne à fumer. Voilà, je spoil, mais cette personne-là a fumé. Ce mec a fumé finalement. Ça a été facile hein, quand même. C'est pour ça que je me dis, et j'analyse et je me dis, bah, finalement, son choix n'était pas... Enfin, c'était pas vraiment une décision qu'il avait prise de manière ferme. Oui, c'est vrai que j'ai soufflé, j'espère que ça fait pas trop de bruit dans le micro. Je commence à prendre en main le micro, donc
c'est mes débuts, on apprend. Ce sera pas parfait tout de suite, c'est pas grave. Ça le sera peut-être jamais. Non, bah oui, c'est ça. C'est que sa décision n'était pas ferme. Il n'y a pas vraiment de colonne vertébrale finalement. Si on est certain qu'on ne veut plus de cela, on dit non. C'est très facile. Mais je pense que le mimétisme, c'est aussi le vouloir paraître cool. Vouloir être in. C'est-à-dire ne pas être exclu. Parce qu'on m'a proposé plusieurs fois. Bah, allez, viens avec nous, allez, prends un autre verre. Ou allez, fume, tente pour une fois, allez. Bah non. Non. Peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Faut jamais dire jamais. Et ah oui, il y a quelque chose aussi de très intéressant. Donc, il y a cette volonté de vouloir faire partie d'un groupe, de faire partie du groupe et d'être inclus, d'être dans une démarche d'inclusion. Donc, ouais, bah, ils sont trois à fumer. Si je fume, je pourrais aller avec eux. Et bah, si je vais au fumoir, et bah, je serai avec eux, donc je ne serai pas exclue. Ouais, bon. Tu as tes poumons pour aller au fumoir, pour parler 5 minutes de choses finalement pas si nourrissantes et pas si enrichissantes et philosophiques, ça vaut pas le coup. Donc il y a ça, mais il y a surtout personnellement, il y a aussi cette volonté de ne pas vouloir être chiante. Ah, il y a souvent, hein, il y a souvent, bon, c'est un terme, c'est pas un très beau terme, chiante, c'est un peu vulgaire, mais je veux dire dans le sens où on n'a pas envie d'être ennuyeux. C'est souvent ce qui en ressort d'ailleurs. Je sais pas pour toi, si toi qui m'écoutes, tu fumes, tu bois, tu prends de la drogue, je ne juge absolument pas. Mais cette volonté de vouloir être cool. Et pour les hommes, il y a aussi cette vision de l'homme viril. L'homme viril, bah, il fume, il a une moto, il fait du sport, il fume des cigares, il boit du whisky sec. Bah, je suis pas totalement, enfin, je suis pas, comment dire, je ne peux pas dire que je suis contre cette vision. C'est même pas un avis ou est-ce que j'ai un avis ou est-ce que j'ai pas d'avis. C'est pas totalement faux. C'est-à-dire qu'un homme qui n'a pas peur, mais c'est différent. Personnellement, moi, pour moi, un homme, un vrai, c'est un homme qui a la maîtrise de lui-même. Et ça passe justement par avoir une colonne vertébrale et avoir un cadre de vie sain. Je dis pas que faut que ce soit un homme qui fait 20 heures de sport par jour, qui mange, qui calcule tous ses macros et ses micronutriments et il fait du yoga et voilà. C'est pas forcément l'extrême non plus, mais c'est un homme qui a la maîtrise de lui-même, mais qui peut très bien dire, oh là on est entre amis, j'ai envie de boire un verre de vin et je vais prendre un verre de vin. Voilà. On va dire, bon, on va pas parler philosophie parce que sinon je vais en parler des heures, mais le principe de modération dans l'épicurisme, c'est ça. Et, euh, et c'est ça en fait, c'est se dire, et je trouve que c'est même plus, plus fort et plus intelligent finalement d'être dans la modération. Bon, bien sûr, d'être dans l'addiction totale et d'être submergé et d'en avoir besoin et que ça devienne une drogue et qu'on en soit dépendant, bien évidemment. Je ne juge toujours pas, hein. Bien évidemment que pour moi, euh, c'est ne pas avoir de force mentale du coup de la maîtrise de soi. Mais de se dire, j'aime l'alcool, j'aime boire du vin, j'aime l'alcool. C'est comme si c'était un slogan, j'aime l'alcool. Bref.
Donc, pour revenir à ce que je disais, c'est comme si, c'est justement avoir cette vision-là et cette intelligence de dire, non mais j'aime l'alcool, j'aime l'alcool, j'aime le vin, mais je sais m'arrêter, je connais mes limites et surtout, je fais attention aussi à ma santé. Donc, je prends un verre et non, tu pourras essayer de me resservir 20 000 fois. Non, c'est non. Voilà. Pourquoi? Et je pense que d'ailleurs, c'est intéressant de savoir, et je pense que c'est intéressant de savoir quelles sont nos limites, mais surtout, pourquoi on n'en prend pas un deuxième? Pourquoi on pourrait? C'est pas un deuxième. Un troisième, on pourrait. Enfin, pourquoi pas? C'est pas ça qui va faire que le lendemain matin, tu auras la gueule de bois finalement. Oui, mais c'est pas si bon que ça pour le foie. Un verre de vin, ça aura pas trop d'impact sur le foie, mais à force, suffit de se dire, si tous les week-ends on en prend deux au lieu d'un, bah, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça fait le double. Donc c'est juste simple. Alors, il n'y a pas vraiment de... C'est jamais vraiment préparé, hein, je tiens à le préciser, hein. C'est vraiment juste ma réflexion. Ma réflexion, finalement, c'était quoi? C'était lors de cette soirée, qu'est-ce qui l'a fait flancher, ce mec-là? Qu'est-ce qui l'a fait flancher? Et c'est ce que moi aussi, j'ai pu me dire, j'ai pu éventuellement me dire, quand j'étais plus jeune, ou même maintenant. Maintenant, c'est différent parce que même si quand j'étais jeune, j'étais sûre de moi, parfois il y avait un peu de culpabilité en rentrant d'une soirée en me disant, ah, j'aurais peut-être dû prendre le cocktail qu'un tel m'avait proposé. Mais moi, c'était différent, c'est dans le sens où j'avais peur d'avoir manqué quelque chose de positif. J'avais peur d'avoir manqué une expérience. J'avais peur de ne pas avoir expérimenté quelque chose qui aurait pu être positif. Mais bon, ça durait jamais très longtemps, puisque je me reposais juste une question de est-ce que t'en avais envie sur le moment? La réponse était non. Donc, j'ai rien manqué. D'ailleurs, les individus, les humains, les gens, aiment bien transposer des choses. C'est, c'est, c'est une des prises de notes que j'ai faites. Mais pour quand même, parce que c'est important quand même d'avoir une ligne directrice. Pour clôturer sur le mimétisme, finalement, cet homme-là, qu'est-ce qui l'a fait flancher? Est-ce que c'est vouloir paraître cool, ne pas être exclu et être inclus dans un groupe, la peur de manquer une expérience positive, accepter ce plaisir parce que c'est peut-être quelque chose qui le remplit d'un plaisir inouï, savoir peut-être le fait que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fumé et que ce besoin de nicotine était là dans son corps, je ne sais pas. C'est ça la question. Qu'est-ce qui a fait qu'il a flanché? Et je pense que c'est un peu de tout. Mais je pense que c'est surtout la persuasion de la personne en face qui lui a dit cette phrase oh, mais sois pas rabat-joie. Quelque chose comme ça, parce que j'étais un peu loin, j'étais pas forcément très proche. Donc, c'était une petite phrase oh, tu vas pas réfléchir. On est en soirée, on a bu, allez, tant qu'on y est. Une clope de plus ou de moins avec l'alcool que tu as bu finalement. Bon, il avait bu 2 verres, hein, je crois. Il n'avait pas énormément bu. Il n'était pas, en tout cas, bourré, si c'est ça la question. Parce que du coup, là, il avait plus la maîtrise de lui-même. Mais c'était pas le cas. Non, non, il avait l'air plutôt sensé quand il a pris cette cigarette. Ouais, c'est intéressant d'analyser. Et ça a fait écho en moi, puisque on m'a souvent fait ce reproche-là de ah oui, hein, mais toi, pff,
Oh là là, qu'est-ce qu'on s'ennuie, quoi. Oui, parce que j'ai envie de boire un verre et pas plus. Parce que je ne fume pas et que je ne prends pas de drogue. Mais excusez-moi de tout simplement écouter ma petite voix intérieure, d'écouter tout simplement qui je suis et de ne pas me forcer tout simplement pour te faire plaisir. D'ailleurs, en quoi ça te ferait plaisir que je boive finalement? Et je sais, je pense savoir que la personne peut-être finalement elle a honte d'être dans cet état. En tout cas, être dans un état d'ébriété, d'être totalement bourré, de perdre le contrôle, d'être dans l'abandon total. Peut-être qu'il y a une certaine honte au fond de cette personne et qu'elle n'a pas envie d'être vue comme ça par quelqu'un qui est sobre. Et finalement, est-ce que ça ne serait pas, non pas la personne qui se laisse persuader de consommer ce que la personne consomme, donc n'importe quelle drogue, est-ce que ce serait finalement pas elle qui aurait peur d'être exclue? Alors je répète, est-ce que finalement ça ne serait pas tout simplement la personne qui essaye de persuader l'autre qui est dans la peur? C'est comme si elle transposait sa peur finalement. Parce que la personne qui dit allez, allez, regarde, moi j'ai bu, regarde, allez, moi je fume, c'est bon, allez, tu peux le faire. Finalement, cette personne, elle est totalement l'inverse de ce qu'elle montre. Elle n'est pas sûre d'elle. Finalement, elle est dans la peur d'être seule. Parce que finalement, si la personne en face refuse finalement cette cigarette ou ce verre d'alcool, ça va la renvoyer, elle, à sa non-maîtrise d'elle-même. Ou au fait que finalement, elle n'a pas de colonne vertébrale, ou en tout cas, elle n'a pas une structure fixe, à savoir garder le contrôle. Et je vais vous laisser là-dessus du coup. Je vous laisserai là-dessus. J'espère que vous avez passé une bonne écoute. J'espère qu'en réécoutant le podcast entier, je ne vais pas avoir des problèmes techniques. Parce que refaire tout ça, alors que c'est du spontané, ça va être un peu compliqué, mais c'est possible. Donc il faut que j'accepte qu'il y a énormément d'éventualités. Une belle morale ça d'ailleurs. Le positif comme le négatif est possible et il faut accepter les deux. Donc du coup ne pas avoir trop d'attentes. Ça sera l'objet d'un autre podcast. Sinon je vais pas terminer. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne nuit, si vous avez écouté ça la nuit. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de l'Esthète.